L'ancienne Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a accusé les États-Unis d'avoir joué un rôle majeur dans la vague des protestations violentes qui l'ont chassé du pouvoir, a-t-elle déclaré au quotidien indien The Economic Times. L'ancienne première ministre, qui avait démissionné après 15 ans de ce poste, a souligné que Washington est impliqué dans son départ en raison de son refus de céder le contrôle de l'île de Saint-Martin, ce qui aurait permis aux États-Unis d'établir une base militaire dans le pays et d'exercer une influence sur le golfe du Bengale. Elle a ajouté au quotidien économique indien que si elle avait accepté d'abandonner la souveraineté de l'île de Saint-Martin, elle aurait, je cite, pu rester au pouvoir. Fin de citation. Elle s'est défendue en affirmant qu'elle a choisi de ne pas faire de compromis sur la souveraineté de l'île, soulignant l'importance stratégique de l'île et l'influence géopolitique potentielle qu'elle représente dans la région. L'île de Saint-Martin se trouve dans la partie nord-est du golfe du Bengale, à environ 9 km au sud de la pointe de la péninsule Cox's Bazar-Teknaf et à 8 km à l'ouest de la côte nord-ouest du Myanmar. Elle est une destination prisée des touristes et une ressource vitale pour la communauté locale. L'économie de l'île repose principalement sur la pêche, la culture du riz et de la noix de coco, ainsi que sur le tourisme qui assure la subsistance de ses quelques 5500 habitants. Plus tôt, des médias indiens avaient rapporté que les États-Unis avaient proposé au Bangladesh de louer l'île de Saint-Martin dans la baie du Bengale pour y construire une base aérienne et navale américaine. Ainsi, comment lire et projeter toutes ces évolutions cruciales et rapides au Bangladesh sur la géopolitique et la géoéconomie mondiale? Pour analyser et tenter de répondre à ces questions fondamentales, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger l'ex-ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi, politologue, membre d'Académie européenne, dont l'Académie royale d'Espagne, de centres de recherche et de cercles de réflexion géopolitique, ainsi que de think tanks internationaux. Monsieur le ministre, monsieur Mohamed Laïchoubi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. C'est moi qui vous remercie et qui présente toutes mes salutations à vos auditeurs. C'est évidemment un plaisir pour moi que d'échanger. Il est assez important, surtout qu'il s'agit d'un espace africain et que nous sommes en Afrique et il est fondamental qu'on ait ensemble une meilleure compréhension des choses. Alors D'accord. justement, ce type de situation que vit le Bangladesh, sont des situations assez répétitives. Et donc, pour mieux les comprendre, mieux les cerner, il est, à mon sens, fondamental de revenir vers une approche que moi j'ai intitulée dans un de mes ouvrages, l'effet ciseau. Alors, pourquoi l'effet ciseau? Parce qu'il y a deux conjonctures tranchantes, très dures, qui vont s'entrecroiser au détriment des différents pays parce que c'est des opérations, c'est des théâtres d'opérations qui sont déroulés sur la planète et qui sont répétés. D'accord. Alors, c'est Alors, l'effet. j'aimerais d'abord vous poser la première question, Monsieur Laïchoubi, et puis je vous laisse continuer votre développement. Alors, euh, en juin 2023, l'ex-première ministre du Bangladesh, donc Sheikh Hasina, s'est attaqué frontalement aux États-Unis, déclarant officiellement que son parti, la Ligue Awami, contrairement à son rival Bangladesh National Party, le BNP, ne voulait pas continuer à exercer le pouvoir en vendant l'île de Saint-Martin. Donc c'est très très important, ce n'est pas une accusation simple. Et je la cite, désormais, si je dis que je louerai Saint-Martin ou notre pays, je n'aurai également aucun problème à rester au pouvoir. Je le sais. Fin de citation, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Et puis, elle avait également souligné que les États-Unis souhaitaient construire une base aérienne dans le golfe du Bengale, dévoilant le fait que ceci était une proposition d'un homme blanc, hein, qu'elle avait rencontré en janvier avant les élections de cette année au Bangladesh. Et puis, elle a également fait savoir que les Américains créeront un pays chrétien
Donc, en s'emparant de certaines parties du Bangladesh et du Myanmar, autrement dit la Birmanie, avec une base aérienne dans le golfe du Bengale. Alors, Monsieur Laïchoubi, en tant que politologue et géopolitologue, alors, sachant que Sheikh Hasina a également tenu tête aux Américains en restant neutre dans la guerre russo-ukrainienne et en entretenant des relations cordiales avec la Chine et l'Inde. Selon vous, peut-on imaginer que ce sont les calculs géopolitiques de Washington qui ont présidé à son éviction? Alors, comme j'avais commencé à vous le dire, pour saisir l'amplitude du problème, parce qu'évidemment, le problème est complexe et il a Absolument. des effets internes, des effets externes et il est évident que le gouvernant va développer quand bien même euh, son observation, son appréciation, son évaluation est fondée, et elle ne suffit pas à comprendre l'amplitude du problème. Et c'est pour ça que je vais me permettre de suggérer une approche que Mhm, j'ai intégrée dans un de mes ouvrages et que j'ai appelé effet ciseau. Alors, qu'est-ce que c'est que les effets ciseaux? C'est lorsque deux conjonctures dont les effets tranchants, terribles, avec des implications extrêmement dures, vont se croiser de façon assez difficile pour le pays. La première est d'ordre interne. Elle concerne souvent des sociétés postcoloniales, pas toujours, mais très souvent, qui sont dans le mouvement que j'appellerais la reconquête de leur territoire en termes de développement, qui sont encore en train de développer, de prendre connaissance, de maîtriser leur développement et qui obtiennent des progrès incontestables. Euh, mhm, le Bangladesh fait quand même une croissance robuste de 7%. Il est le seul durant la période du Covid 2020 à avoir fait 3,4%. Son exportation, ses exportations, c'est 89% de produits manufacturés. Mais à côté de cela, de ce mouvement de développement, il y a incontestablement pour lui, comme pour d'autres pays, des impacts contradictoires, extrêmement difficiles, complexes. Les sociétés postcoloniales, au contact du développement, il y a de nouvelles contradictions. Et donc, pour affronter ces nouvelles contradictions, il y a toujours énormément de difficultés. Pourquoi? Parce que souvent, mhm, c'est des gouvernances qui se caractérisent par la non-implication des populations, leur marginalisation sociale, politique, ce qui a pour impact des frustrations et très souvent des situations explosives qui attendent, si vous voulez, l'étincelle. Et donc, cette marginalisation fragilise les systèmes de gouvernance et fracture très souvent les territoires. On l'a vu, par mhm. exemple, en Irak, les pays kurdes, en Libye, la partie Benghazi, Tripoli, c'est-à-dire le nord, le sud, les ethnies. Et donc, on le voit aussi en Birmanie, on le voit au Bangladesh. Alors, cette situation objectivement difficile, donc de conquête et de mise en œuvre du développement est rendu plus complexe par une conjoncture internationale extrêmement grave, avec un contexte propice à la réalisation de convoitises des puissances qui sont là. Certaines puissances sont connues au cours de l'histoire, Congrès de Berlin, Sykes-Picot. L'intégralité de ces aspects démontre que quand elles ont ces puissances des velléités, elles n'hésitent pas à fracturer les territoires, elles n'hésitent pas à tenter de mettre ou imposer des bases militaires, elles n'hésitent pas à avoir des positionnements, à exiger des positionnements géostratégiques, et tout ça pour réaliser leur convoitise. Et donc, on va certainement revenir dans cet entretien sur Mhm. le cas spécifique du Bangladesh, mais je voulais à dessein commencer par cette règle générale, cette situation, cette approche qui permet de mieux clarifier. Donc, une dualité des faiblesses internes et une exposition externe avec une conjoncture internationale qui ne rassure pas les pays en développement et les pays en position de fragilité. Bien. Alors, Monsieur Laïchoubé, donc d'ailleurs, vous me tendez la perche. Je crois que c'est une approche assez globale. Et justement, c'est le problème dans lequel tombent beaucoup d'analystes et de médias, c'est en se focalisant uniquement sur un aspect, sans prendre l'aspect général dans lequel un tel ou un tel événement surgit. Et
Et là, je vous pose justement la question sur cette situation. Donc, il est désormais clair qu'après l'humiliante retraite du 15 août 2023 d'Afghanistan, pays stratégiquement situé sur la route de l'Asie du Sud, de l'Asie centrale et de l'Asie de l'Ouest et de la Chine, donc les Américains étaient, selon beaucoup d'analystes, contraints de trouver un autre lieu de déploiement militaire. Et puis, la concurrence géopolitique croissante des États-Unis face aux deux puissances eurasiennes, dont la Chine et la Russie, n'a fait qu'intensifier le désir de Washington de regarder d'une manière ou d'une autre son leadership dans la région. Et les États-Unis ont eu leur première occasion d'affronter la Chine au Pakistan, où l'armée est très liée aux États-Unis, traditionnellement la colonne vertébrale du pouvoir, avait du mal à maîtriser le Premier ministre Imran Khan, qui a fait preuve d'un faible pour la Chine et d'un penchant pour la Russie. Et puis, on a, suite à la marginalisation de Khan, l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif a été ramené de son exil au Royaume-Uni, principal allié de Washington. Voilà un peu la situation. Alors, Monsieur Laïchoubi, avec le retour des Américains comme acteurs redoutables au Pakistan, à proximité immédiate de la Chine et de l'Afghanistan, une deuxième phase s'ouvre permettant à Washington de s'implanter encore plus profondément en Asie du Sud. Alors, peut-on dire que c'est là qu'intervient le Bangladesh, autre acteur majeur sur l'échiquier géopolitique US? Alors, vous avez, de façon très opportune, utilisé le terme une deuxième phase. C'est vrai que la présence américaine, son interférence, son incursion date sur l'Afghanistan, sur le Caucase, et on reviendra sur les stratégies et la philosophie stratégique des États-Unis sur cette question, on y reviendra. Mais Mhm. en attendant, il y a eu effectivement une présence en Afghanistan, il y a une présence depuis longtemps au Pakistan, etc. Mais cette seconde phase est une conjoncture internationale totalement différente parce que les choses ont changé, les espaces de production de richesse se sont déplacés et les enjeux se sont accrus et les acteurs, notamment les grandes puissances, ont émergé. La Chine ne l'était pas au début de la guerre Oui, froide, absolument. etc. Et donc nous avons, comme vous venez de le dire de façon extrêmement intéressante, cette seconde phase. Alors quel est l'enjeu pour les Américains? Parce que comprendre le comportement de tel ou tel acteur politique, il faut toujours tenter de savoir quels sont ses objectifs et quelle est sa stratégie. À partir de là, on peut mieux dérouler, on peut mieux saisir les différents aspects. Ce que bon nombre d'acteurs, analystes évoquent, c'est le poids de ce que l'on appelle l'Indo-Pacifique. Alors, 60% de la population y réside, c'est quasiment 50% de la richesse mondiale. Et puis, depuis le déclenchement de la guerre en Irak, il y a ce que l'on appelle une décontinentalisation des flux énergétiques. C'est-à-dire qu'une grosse partie des flux énergétiques traversaient l'espace terrestre de l'Europe entre la Russie et l'Europe de l'Est. Et donc maintenant, les approvisionnements en pétrole, produits pétroliers, produits dérivés, gaz naturel, en quelques mois, sont passés de la voie terrestre qu'on vient d'évoquer, Russie, pays de l'Est, à la voie maritime, Golfe arabo-persique, côte ouest de l'Inde, Indo-Pacifique, est donc devenue une réalité géopolitique qui a pris une autre dimension additionnelle aux dimensions qui existaient déjà. Donc, les compétitions sino-américaines en mer de Chine sont là, sont D'accord. exacerbées. Elles viennent aggraver, si vous voulez, le tableau. C'est notamment la question du détroit de Taïwan, le débat sur la Corée du Nord, la frontière sino-indienne. Et en plus, ce qu'il faut noter et qui est extrêmement important pour saisir la sensibilité de la région et le fait que nous avons une compétition exacerbée avec des acteurs lourds, puissants comme le sont les Américains, etc., 7 des 10 plus gros budgets de défense mondiaux sont situés dans l'Indo-Pacifique. Et donc, le golfe du Bengale retrouve, si vous voulez, tout un poids stratégique croissant. L'Inde renforce sa présence militaire
on y reviendra sur les stratégies de l'Inde, sur la dimension de l'Inde dans cette région. La Chine étudie et met en place un projet de connectivité pour éviter le détroit de Malacca, avec en face des acteurs que sont, outre les Américains, les Occidentaux d'une manière générale, donc l'Australie et le Japon. Et donc, en plus, donc, avec ces crises, ces problématiques de la mer d'Andaman, donc vous avez toute la problématique, notamment du détroit de Malacca, qui est là, qui influe sur les décisions stratégiques, puisque les flux maritimes mondiaux, notamment des énergies, sont passés, sont venus grossir la voie maritime. Et la voie maritime dans cette région, c'est le goulot d'étranglement de Malacca. Alors, comment contourner Malacca? En 2022, c'est 82 800 navires. Et donc, vous Ouais, comprendrez plus aisément le retour des Américains, mais on va voir ensemble dans le d'accord. débat que il n'est pas, leur retour n'est pas aussi facile, aussi fluide que cela. Bien. Alors, il y a eu aussi, donc, pris en sandwich entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est, le Bangladesh constitue un excellent point d'observation pour surveiller la Chine ainsi que l'Inde, hein, qui a rejeté les appels des États-Unis à limiter son autonomie stratégique, ce qui a incité l'ambassadeur américain en Inde à exprimer publiquement son mécontentement à l'égard de New Delhi. Et puis, on a de plus, l'Inde soutient un ordre mondial multipolaire au sein des BRICS, une position idéologique qui ne convient pas certainement à Washington, qui refuse de reconnaître qu'elle n'est plus la seule superpuissance à définir l'agenda mondial, c'est ce que vous venez de dire justement. Et les liens amicaux de New Delhi avec la Russie et son insistance à se distancer de l'hostilité collective de l'Occident envers Moscou sont devenus de plus en plus des points de friction majeurs entre l'Inde et les États-Unis. Et puis, enfin, on a l'Inde a récemment appelé Washington à abandonner sa base militaire de Diego Garcia dans l'océan Indien, arguant que l'archipel donc des Chagos, dont fait partie Diego Garcia, appartient aux îles Maurice. Donc, ce n'est pas uniquement le Bangladesh, mais le Bangladesh un peu avec des ramifications très importantes de l'Est comme à l'Ouest. Alors, Monsieur Laïchoubi, qu'en pensez-vous? Et l'Inde est-il également dans le viseur de Washington et de l'OTAN? Peut-on penser ça aussi? Alors, on va procéder dans la même approche. Abs- Quand vous regardez l'arrière de l'écran, l'horlogerie réelle, vous comprenez un peu mieux les situations. Et là, nous allons ensemble et très rapidement décrypter les stratégies, les objectifs des uns et des autres pour soulever les contradictions et deviner de façon anticipée les difficultés et les frictions qu'il pourrait y avoir. Alors, l'Inde prône un ordre mondial multipolaire. Elle se désigne elle-même comme une puissance qui s'insère dans le nouveau jeu, mais avec une affirmation d'autonomie dans l'action en fonction de ses intérêts. Et donc, elle estime pouvoir être dynamique avec les différents acteurs qui sont eux-mêmes des acteurs antagonistes, qu'est l'Occident, la Chine, la Russie, les BRICS, etc. ouais. Et donc, elle entre, si vous me permettez l'expression tribale, dans une gymnastique stratégique où elle essaye d'avoir des relations dynamiques avec des puissances totalement antagonistes. Et évidemment qu'elle va se retrouver, pardon, dans une situation parfois contradictoire. Évidemment, donc, euh, cela est mal perçu par les USA, parce que les Américains ont l'habitude d'avoir des acteurs totalement intégrés à leur stratégie et avec lesquels ils sous-traitent tel ou tel aspect. Mais donc, son opposition à la Chine est un facteur fondamental pour les USA, parce qu'habituellement, les USA, lorsqu'un des acteurs ne rentre pas dans leur stratégie, ils prennent des mesures de rétorsion très fortes et puis parfois même agressives. Dans le cas de la Chine, ils sont obligés de moduler leur stratégie. Pourquoi? Parce que, pardon, dans le cas de l'Inde, parce Mhm. que l'Inde est antagoniste à la Chine. Et la Chine est un des acteurs, une des puissances qui est ciblée.
par les Américains. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de s'aliéner l'Inde. Et donc, le désir des USA intègre le paramètre Chine, ce qui change l'intégralité des données et exige donc des États-Unis eux-mêmes d'avoir des stratégies multiples et différenciées, ce qui est le cas avec l'Inde et ce qui est le cas d'ailleurs en Asie d'une manière générale. Elle tente d'homogénéiser, elle tente d'éroder ses adversaires, de les contenir, mais elle est obligée d'avoir des stratégies dites différenciées, tout comme l'Inde a une stratégie multiple que l'on peut estimer différenciée. D'accord. Alors, pour aller encore un peu plus loin, si vous le permettez, Monsieur le ministre, le renversement du gouvernement élu par de violentes manifestations de rue au Bangladesh a rappelé les souvenirs de la révolution de Maïdan en 2014, qui a renversé le président ukrainien Viktor Yanukovych. Il a élu chef de l'État par un vote du peuple ukrainien. Et cet incident a finalement dégénéré en un conflit armé sanglant entre Moscou et Kiev qui a provoqué de profonds bouleversements dans le monde entier. Et le lien entre les deux événements, soit au Bangladesh et en Ukraine, est le National Endowment for Democracy, la NED, la fameuse NED. La NED a apparemment cherché à créer un réseau d'acteurs et de forces susceptibles de provoquer un changement de régime en Bangladesh. Et il y a beaucoup de preuves sur ça. En fait, le changement du régime au Bangladesh démontrerait, selon beaucoup d'observateurs, une mutation des révolutions de couleur qui avaient déjà touché d'autres régions géographiques, notamment le Caucase, ainsi que l'Asie occidentale et l'Afrique du Nord lors du soi-disant printemps arabe. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Absolument. Les faits sont là. L'observation des différentes crises met en évidence ce que vous venez d'évoquer, une démarche, une approche que nous avons d'ailleurs évoquée quand je vous ai affiché le concept d'effet ciseau. L'effet ciseau, oui. Voilà. Donc, sur le plan international, les grandes puissances sont obnubilées, les grandes puissances, notamment occidentales, parce que c'est une démarche qui a ses tréfonds dans l'histoire. On y reviendra un autre jour quand on étudiera un peu l'évolution, on étudiera les approches des différentes grandes puissances, notamment occidentales. Je dis, ça vient de loin. Hein. Souvenez-vous le congrès de Berlin, souvenez-vous le partage de l'Afrique, le partage de l'Europe, la mise en échec des influences tsaristes ou de l'influence russe, les accords Sykes-Picot, la Yougoslavie. Donc ça n'est pas nouveau. Oui. Cela n'est pas nouveau que d'essayer d'utiliser, on y viendra, un certain nombre d'autres acteurs. Et donc, face à des recompositions géostratégiques qui, sur ce dernier siècle, s'exacerbent, parce que le monde économique n'est plus unipolaire. Le monopole de l'Occident sur l'économie, les finances, la capacité nucléaire, l'innovation technologique n'est plus de mise. Par Mhm. conséquent, il y a une sorte d'éclatement et donc un certain nombre d'acteurs plus puissants et qui obligent, comme on vient de le dire, à avoir des stratégies différenciées. Mais ces compétitions exacerbées ont on a pu relever à l'occasion de ces compétitions exacerbées cette capacité d'interférence, notamment du monde occidental et particulièrement des USA, puisqu'ils ont des départements totalement spécialisés pour ça, avec des financements particuliers. Et donc, leur objectif, et on y reviendra sur cette philosophie, on y Mhm. reviendra avec insistance, l'objectif de déstabilisation sous toutes les formes est une arme aussi importante, aussi puissante, aussi crédible pour eux que l'arme nucléaire. Et donc cette déstabilisation sous toutes ses formes peut prendre une dimension médiatique, culturelle, impact sur l'opinion, surtout et notamment la jeunesse, sur les hommes d'affaires, sur ce qu'ils estiment être des leaders d'opinion, et avec l'interférence dite aussi humanitaire. La manipulation du terrorisme lui-même, on l'a vu, Absolument. Daesh n'est pas clair, qui serait islamiste, intégriste, mais dont les combattants peuvent bénéficier de soins dans le milieu hospitalier
israélien, etc. Enfin, disons que pour les spécialistes, Surtout dans la situation actuelle où nous n'avons pas entendu leur voix par rapport à ce qui se passe à Gaza depuis 10 mois déjà. absolument, c'est un secret de polichinelle, uniquement, disons, pour le grand C'est public, donc bizarre quand même. ne maîtrise pas la question géopolitique. Et donc, Ouais. le terrorisme, on peut dire qu'il a de multiples facettes. Radicalisation, il se prête à la manipulation quand on ne peut, on peut évoquer qu'il est carrément créé et il s'insère dans ces compétitions. Et puis, il est carrément soutenu, parfois créé comme arme de dissuasion ou comme arme d'interférence d'un certain nombre de grandes puissances. Donc, avec évidemment l'intervention militaire classique sous couverture légale. Alors, vous l'avez dit, ces révolutions de couleur, ces marches, ces manifestations au bénéfice de la démocratie. Donc, l'objectif est d'infiltrer des groupes sociaux aux fins de manipulation. Et donc, c'est des objectifs qui sont quasiment clairs, notamment dans les milieux de défiance, parce que le milieu de la jeunesse, ou certains milieux intellectuels, ou certains milieux d'affaires sont déjà objectivement et naturellement dans une situation de défiance, qui peut être positive parce qu'ils veulent adhérer à un modèle de développement, comme cela peut être utilisé de façon négative, comme on vient de le dire, par des interférences. Alors, les crises, l'illustration, elle est abondante. C'est le cas de Ouais, ouais. l'Ukraine, vous l'avez évoqué, c'est le cas de la Palestine. Mais simplement, maintenant, la situation a totalement changé pour cette méthode et ce discours. Pourquoi changer? Parce que le discours dit humanitaire, le discours dit des droits de l'homme ou des valeurs démocratiques a volé en éclats à l'occasion de ces crises en Ukraine et au Moyen-Orient, où on a vu le deux poids, deux mesures. On Ouais. a vu un Occident totalement focalisé de façon égoïste sur ce que sont ses intérêts matériels, géostratégiques, avec des visions réductrices. Et là, que ce soit vis-à-vis de l'Afrique, du reste de l'Asie ou du reste du monde, les valeurs qu'ils sont censés vouloir imposer dans leur interférence sont des discours qui ont perdu grandement en crédibilité et en efficacité. Alors, pour continuer par rapport à ce que vous avez développé justement à la fin de la dernière question de la première partie, l'état-major interarmé des États-Unis a publié le 10 février 2023 sa doctrine du concept commun de la compétition stratégique. Alors, ce document préfacé et signé par le chef de l'armée américaine, le général Mark Milley, décline la stratégie et les moyens de guerre hybrides dont la force militaire n'est qu'une partie du dispositif qui devrait être déployée par une force combinée interarmée afin d'assurer les intérêts vitaux des États-Unis et pérenniser leur suprématie stratégique sur tous les concurrents. Et à la lecture de ce document, il apparaît que les stratèges militaires américains estiment qu'en cas de conflit ouvert, les États-Unis ne seront probablement pas en mesure de se lancer dans une guerre sur deux fronts, avec la Russie et la Chine, auxquels on peut rajouter dans la situation actuelle l'Iran, le Hezbollah, le Yémen et la Corée du Nord. Et ainsi, il préconise de déplacer la concurrence vers des domaines où les États-Unis peuvent utiliser leurs avantages, leur effet de levier et leur initiative. Alors, Monsieur Laïchoubi, que pensez-vous de cette vision du concept commun de la compétition stratégique américain et comment peut-on la situer dans le contexte de la dégradation et du déclin des capacités militaires américaines? Et puis, est-ce que c'est cette stratégie que nous venons de voir encore une fois à l'œuvre au Bangladesh? Oui, alors c'est une question judicieuse, extrêmement intéressante, mais si vous permettez, cette intervention sur les nouvelles doctrines américaines, je vais me permettre de dire que la doctrine n'est pas si nouvelle et je vais vous le D'accord, démontrer. En fait, il y a deux paramètres nouveaux qu'il faut insérer et qui ont permis de moduler l'exécution. Mais la stratégie et la méthode n'ont pas changé. Alors, quels sont les deux paramètres
qui font moduler les stratégies américaines. D'ailleurs, les premiers, c'est les acteurs qui ont changé, ils sont multiples. Nous ne sommes plus à l'ère de la bipolarisation, pardon, la bipolarisation, Polarité. donc de l'Est et de l'Ouest. Et donc, nous allons avoir des acteurs plus nombreux et donc des stratégies multiples. Alors, ça, c'est le premier aspect. Nous ne sommes plus la guerre froide, la conjoncture économique mondiale n'est plus la même, la suprématie occidentale n'est plus la même. Et l'élément nouveau, une arme que les USA veulent utiliser de façon assez importante, on y reviendra dans un débat consacré à ça, c'est et l'intelligence artificielle, l'intelligence voilà, artificielle, ou le numérique. Le numérique est un des éléments où certaines thèses occidentales estiment qu'elles peuvent l'utiliser pour assurer un renouveau de leur suprématie. Alors pourquoi je dis que globalement, sur les doctrines, cela n'a pas changé? Je vais vous rappeler, je vais vous citer Friedman ou Brzezinski. Alors Friedman, qui était le PDG de Global Intelligence Company, euh, considérait que l'objectif des mesures de désorganisation, dit-il, n'est pas de vaincre l'ennemi, mais de le déstabiliser. La Grande-Bretagne, dit-il, n'a pas occupé l'Inde. Elle monta différents États indiens les uns contre les autres, puis fournit quelques officiers britanniques à l'armée indienne. La politique que je recommande, dit-il, est celle adoptée par Ronald Reagan, l'Iran et l'Irak, envers l'Iran et l'Irak. Il a financé les deux côtés pour qu'ils se battent entre eux afin de ne pas nous combattre. C'était cynique, ce n'était certainement pas moral, mais ça a marché. C'est le point essentiel. Les États-Unis ne peuvent pas occuper l'Eurasie ni le sous-continent indien. Brzezinski, lui, estimait que le grand danger géostratégique pour les USA, c'est l'alliance entre la Russie, la Chine et l'Iran. Il faudrait que l'Eurasie demeure échiquier sur lequel se déroule, selon lui, le combat de la primauté mondiale. La tâche la plus urgente, considère-t-il à l'époque, a veillé à ce qu'aucun État ou regroupement d'États n'ait les moyens de chasser les États-Unis d'Eurasie ou d'affaiblir leur rôle d'arbitre. Et pour revenir à Friedman, lui aussi estimait, comme on vient de le dire, que c'est de cette façon-là, en désagrégeant ou en opposant, y compris les alliés, en désagrégeant les adversaires, ils obtiennent une suprématie. Et donc l'occupation militaire en tant que telle, ils n'en ont pas la capacité humaine, y compris sur l'aspect de financement. Et d'ailleurs, le débat de Trump vis-à-vis de l'Europe, en leur disant vulgairement, vous mettez la main à la poche, notamment après la fameuse crise d'Afghanistan, est un débat crucial pour les Américains. Ils n'ont Oui. plus la capacité financière de soutenir toutes les crises. D'ailleurs, Même matériel, on y même matériel. reviendra, on reviendra sur cette question. Et donc, nous avons une préoccupation de contrôle de l'allié par dépendance, une domination stratégique avec des zones de libre-échange, des systèmes financiers, des alliances militaires, contenir les pays émergents par affaiblissement, sinon démantèlement des États et fracturation des sociétés. Et donc, avec un nouveau concept, les États faillis que vous retrouvez en Afrique ou ailleurs, faire émerger des groupuscules contestataires avec des nébuleuses, une manipulation, une instrumentalisation. Et d'ailleurs, Obama disait, l'intégrisme islamiste n'est pas pour nous une menace existentielle, Mhm. contrairement à ce que les médias à l'époque grossissaient, mettaient en évidence. Et on va aller plus loin. On a parlé de Friedman et de Brzezinski, mais en réalité, ils ont emprunté cette géostratégie et ce cynisme au système bismarckien. Bismarck, l'Allemagne Mhm. de Bismarck. Mhm. Le centre, d'ailleurs avec le schéma, le centre doit être toujours les USA. Ils doivent veiller à toujours disposer d'une force capable d'infléchir en sa faveur et de façon décisive le rapport international des forces. Donc voilà comment raisonnent les stratèges américains. Et donc,
la tâche la plus urgente consiste à veiller à ce qu'aucun État ou regroupement d'États n'ait les moyens de chasser les États-Unis d'Eurasie ou du sous-continent ou de l'Indo-Pacifique. Dans la terminologie, dit-il, abrupte des empires du passé, les trois grands empires géostratégiques se résumeraient ainsi: éviter les collusions entre vassaux et les maintenir dans l'état de dépendance que justifie leur sécurité, cultiver la docilité des sujets protégés et empêcher, dit-il, les barbares de former des alliances offensives. Et là, on comprendrait plus facilement le jeu en Europe, en Ukraine, donc y compris vis-à-vis d'alliés comme l'Allemagne, le fait qu'on interfère pour éviter qu'il y ait une relation de partenariat entre l'Allemagne et la Russie, le fait qu'on intègre en Ukraine les partis nazis, qu'on leur donne un rôle, l'extrême droite, et qu'on les favorise. Tous ces aspects que nous avons notés dans les crises actuelles viennent alimenter cette démarche stratégique de favoriser le pourrissement, l'éclatement, la désagrégation et se donner le rôle d'arbitre. Alors ça leur évite des financements énormes puisque les alliés, les sous-traitants doivent financer, ils doivent mettre eux-mêmes leurs hommes, ils doivent mettre eux-mêmes leurs capacités, leurs équipements, mais la démarche stratégique et les objectifs stratégiques seront entre les mains du maître, donc celui qui définit l'ensemble de la stratégie globale que sont les USA. Et ça, c'est valable, cette stratégie en Europe, comme elle est valable en Asie. Alors, les acteurs changent, c'est le Japon, c'est l'Australie, on l'a vu, le réarmement de l'Australie, etc. Mais si vous voulez, la démarche est bâtie sur ce qu'on vient d'évoquer. D'accord. Alors, pour passer maintenant un peu plus, étendre un peu le champ et toucher un peu aux questions géopolitiques et géoéconomiques pour comprendre la place stratégique du Bangladesh. Alors, ce pays a rejoint le projet chinois de la nouvelle route de la soie en octobre 2016, à l'occasion d'une visite du président chinois Xi Jinping dans le pays. Alors, les projets annoncés étaient alors pharaoniques à hauteur de 25 milliards de dollars et inscrits dans le corridor Chine, Birmanie au Myanmar, Bangladesh, Inde, le BCIM, avec notamment un projet de route reliant Kunming en Chine à Calcutta en Inde et traversant le pays, donc la Birmanie et le Bangladesh. Maintenant, de nombreuses infrastructures étaient inscrites au programme, notamment des ponts et des lignes ferroviaires. Ces projets avaient été progressivement revus à la baisse, autour de 10 milliards de dollars, l'attention étant portée sur la Birmanie d'une part et les problèmes dans la région de l'Arakan, frontalière du Bangladesh. D'autre part, réduisant les perspectives de projets transnationaux. Alors, Monsieur Laïchoubi, avec la crise politique que traverse la Birmanie depuis des années et actuellement le Bangladesh, les projets du corridor sont-ils potentiellement menacés? Oui, alors vous évoquez évidemment les projets des différents corridors et notamment la route de la soie. Il est évident que ces événements sont perturbants et leur objectif est de, comme on vient de le dire, de perturber, de retarder, de mettre en difficulté. Et, et donc, on l'a vu avec l'objectif d'éroder l'adversaire, de le contenir. Et donc, la seule chose qui est totalement qu'il faut souligner et qu'il est important de relever, c'est que nous avons deux stratégies totalement différentes. L'une de longue haleine, qui s'inscrit sur la pérennité sur un temps nettement plus important, et une de courte intervention, perturber, mettre en échec, intervenir du point de vue militaire ou intervenir en déstabilisant. Cela reste quand même des stratégies à court terme. Mhm. Alors que projeter un nouveau monde, les routes de la soie, tisser un maillage, un réseau d'infrastructures extrêmement importantes, proposer un partenariat et des visions économiques sont deux projets, si vous voulez, deux méthodes antinomiques. Et parce qu'elles sont antinomiques, leur caractéristique va changer et va permettre de réussir ou de ne pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a les gouvernants
il y a le système de gouvernance et il y a les opinions. Les opinions, quand une partie, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sont dans la pauvreté et vous leur ramenez un investissement en développement infrastructurel, vous leur ramenez des propositions en partage de développement, vous leur ramenez, même s'il y a une crise momentanée de changement de gouvernance, les lames de fond, elles, pour les stratèges, ne changent pas. C'est-à-dire que la lame de fond, regardez, observez le théâtre d'opération du Sahel. On était persuadé, beaucoup d'autres analystes, évidemment pas moi, parce que je le répète depuis plus de 15 ou 20 ans, y compris je l'ai publié, on misait sur la permanence de l'acteur français en Afrique de l'Ouest. Et l'acteur français, la puissance française, a beaucoup joué sur la gouvernance, la déstabilisation, le soutien au coup d'État, etc., etc. Mais la lame de fond, qui était la demande de société, de se désaliéner, de se libérer, elle a fini par s'imposer, puisque vous avez eu une population qui s'est même opposée à des actions militaires ou à des équipements, à des chars, se sont mis au travers pour empêcher le mouvement des troupes françaises en Afrique de l'Ouest dans un certain nombre de Absolument. pays. Alors, ces scénarios se répéteront dans ces pays-là. Et donc, quand vous avez la Chine qui a cette proposition de longue haleine, qui a cette proposition de partenariat, qui a cette proposition, il est évident que les Occidentaux vont devoir trouver une stratégie différenciée. Et d'ailleurs, je crois savoir, et vous le savez vous-même, qu'il y a une proposition infrastructurelle de nouveaux corridors et parce qu'ils ont révisé l'intégralité de leur position, de leur politique. Il faut savoir que et le Trésor américain et les politiques américaines de financement et de coopération interdisaient les investissements en infrastructure. Mhm. Parce que la Chine réussit avec cette stratégie de partenariat et de co-développement, les Américains ont dû changer tout leur D'ailleurs, système et par éducatif. rapport justement à ça, j'aimerais bien vous poser la seconde question, enfin la deuxième question, et vous laisser après continuer votre développement parce que ça va dans le même sens. Alors, lors du sommet justement du G20 qui s'est tenu à New Delhi, les dirigeants des États-Unis, de l'Inde, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la France, de l'Allemagne, l'Italie et de la Commission européenne ont présenté le projet de corridor Inde, Moyen-Orient, Europe, IMEC. Il comprend donc une route orientale qui relie l'Inde au golfe Persique par voie maritime et une route septentrionale reliant l'Arabie saoudite à l'Europe via la Jordanie et Israël par voie ferroviaire et maritime. Et ce corridor de transport multimodal comprend des liaisons donc ferroviaires, des câbles de données à grande vitesse et des pipelines énergétiques entre l'Inde, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie, Israël et l'Europe. Et j'ajoute que cela peut être étendu jusqu'à Israël avec l'histoire du canal Ben Gurion que Israël projette d'ouvrir pour concurrencer le canal de Suez. Alors, Monsieur Laïchoubi, bien que ce projet soit présenté comme un contrepoids à l'initiative chinoise de la ceinture et de la route ou de la route de la soie, ce projet peut-il réellement concurrencer celui de la Chine? Et puis, quid de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et d'Israël qui font partie de la route de la soie et entretiennent des liens économiques et technologiques étroits avec Pékin? Comment va faire les États-Unis dans ce cas? Oui, cela est un dilemme terrible pour les stratèges américains, pour les débats, y compris lorsque moi je rencontre quelques collègues dans cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une ADN qui est bâti sur l'hégémonisme et qui est bâti sur la suprématie mondiale. Et donc la philosophie du partage et du partenariat est extrêmement important et un peu moins partagée, même si parfois il y a des formes, notamment en Asie avec le Japon, avec la Corée du Sud. Mais globalement, il y a dans ces deux projets antagonistes, ces deux approches, ces deux systèmes, il y a des problèmes de cohérence sur la proposition américaine qui, à mon sens, n'est pas encore suffisamment mûre, maturée. C'est-à-dire, d'abord, il y a des acteurs, elle intègre des acteurs qui se caractérisent par des positionnements et des repositionnements.
La Turquie, on sait ce que, avec la tentative de coup d'État, quelle est sa pensée politique profonde. Tous les grands analystes le savent, sa méfiance vis-à-vis du monde occidental et pas uniquement européen, y compris américain. Quand elle est intégrée dans un projet, de quelle façon va-t-elle l'être? L'Arabie saoudite qui propose un programme, une vision sur 2030 et dans laquelle la Chine est un paramètre géostratégique majeur, elle se redéploie, etc. Et on peut parler de l'ensemble des autres acteurs. En plus, il y a un problème de financement. L'Arabie saoudite, notamment, qui était un des plus gros financiers des différentes guerres Mhm. qui a partagé pour assurer sa propre sécurité, mue par cette question-là, se préoccupe de son propre développement. Là, sa capacité financière est totalement mobilisée par comment diversifier, sortir des hydrocarbures et s'imposer comme une puissance. Donc, si elle partagerait euh, un éventuel partenariat ou objectif stratégique avec les Américains ou les Occidentaux, il est évident que la nouvelle génération de gouvernance en Arabie saoudite se préoccupe de ses propres intérêts stratégiques. Ajoutez-y les opinions, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de l'ensemble de ces pays, de l'ensemble de ce corridor, qui ont été à un moment marginalisés, frappés de pauvreté du point de vue économique vis-à-vis du monde occidental qui les a ignorés. Et puis les dernières crises, on l'a évoqué tout à l'heure, ont fait perdre au discours occidental une partie de son efficacité, sa crédibilité sur les Absolument. valeurs, etc. Maintenant, il est plutôt perçu comme un allié agressif, capable de se retourner, puisque vous l'avez vu, notamment avec la Russie, les sanctions qui consistent à s'approprier des capacités financières qui ne sont pas les leurs et qui étaient abritées en banque occidentale quand l'Occident parlait du sacro-saint système de la propriété, du respect des règles internationales. Donc, il sera extrêmement difficile. C'est un projet qui, contrairement au projet chinois et des stratégies qui viennent des différents autres acteurs, il sera difficile de l'imposer en tant que tel. Il faudra lui donner D'accord. un autre habillage, il faudra qu'il fasse d'autres efforts. Tiens, alors justement, nous allons continuer dans le même sens. Alors, Monsieur Laïchoubi, après le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, et puis le Yémen avec le blocus du détroit de Bab el-Mandeb, il y a un bouleversement désormais du transport maritime mondial. Et ce bouleversement met la Russie au centre de la géoéconomie mondiale alors qu'on a essayé, on a tenté de la protéger. Pourquoi? Alors, pour acheminer des marchandises de Chine vers l'Europe, il ne resterait dans la situation actuelle que trois options. Premièrement, parcourir 24 140 km autour du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Deux, utiliser la route maritime du Nord que les Chinois, dans le cadre du partenariat stratégique russo-chinois, appellent la route de la soie arctique, moins chère, plus rapide et plus sûre, étant sous le contrôle russe et dont une navigation toute l'année sera bientôt grâce à une flotte de brise-glace nucléaire russe. Le troisième option, c'est transporter leurs marchandises en provenance de Chine via les chemins de fer russes pour atteindre l'Europe. Alors, moi, ma question, c'est quand même, quand on regarde la carte géographique, on ne peut que se demander qu'est-ce qui se passe. Alors, en cas de conflit entre les États-Unis et la Chine, les Américains et leurs alliés dans la région, que vous avez cité tout à l'heure, que c'est la région la plus militarisée du monde, à juste titre. Donc, la région de la mer de Chine, ils n'hésiteront pas à fermer le détroit de Malacca à la navigation des bateaux chinois. Ainsi, pour la Chine, avoir un accès à l'océan Indien via le Bangladesh ou la Birmanie est d'une importance vitale et capitale pour continuer à avoir une liaison avec l'Afrique et l'Europe. Selon vous, est-ce ça qui motive les Américains à installer une base aérienne et navale sur le golfe du Bengale? Oui, absolument.
Et vous l'avez dit, le problème des stratégies maritimes des USA, de la Russie ou de la Chine impose le débat autour de ce que l'on appelle la géopolitique des mers. Parce que d'abord, le flux économique mondial, le flux commercial, et y compris des produits énergétiques, pour l'essentiel, passe par les mers. Et donc, c'est un enjeu stratégique majeur. Le développement de la Chine, qui est aussi une puissance commerciale, est une question vitale pour les Américains. Le débat est le même. La seule chose, et vous l'avez évoqué avec beaucoup d'opportunités, c'est que maintenant, les stratégies se sont multipliées. Vous avez un travail. D'ailleurs, une grosse partie de l'alliance Chine-Russie, l'élément cardinal, c'est ce fameux passage vers le nord avec Vladivostok, etc. Et puis, même par principe, les gouvernants chinois et russes se sont retrouvés dans ces endroits, dans ces localités, dans ces espaces régionaux pour affirmer leur capacité à tracer des voies de contournement Mhm. par le nord. Bien. Dans cette même stratégie, cette même vision, il y a ce que vous venez d'évoquer. La question du Bangladesh devient une question fondamentale. C'est comme en Europe quand ils ont euh, aidé le Sarajevo donc à se libérer, à être indépendant, mais en même temps, ce qui leur permet d'avoir une base militaire assez efficace au cœur même des Balkans. Et donc, le Oui. Bangladesh a euh, Et le la même poids Birmanie aussi. stratégique. Et donc, bien sûr, c'est le duo Mhm. birman-bengali, c'est le golfe du Bengale. Et d'ailleurs, vous noterez qu'il y a une fulgurance, quelque chose d'absolument extraordinaire. Dans leur vision stratégique et leur armement, les Chinois, l'un des éléments prioritaires, c'est quand même leur flotte navale. C'est Absolument. fou ce qu'ils progressent. Et donc, c'est un enjeu majeur qui se passe dans cette région-là. Et cette région, pour les analystes, elle est absolument extraordinaire parce qu'une grosse partie, elle est le Sahel, une grosse partie des enjeux planétaires se situe là-bas. On l'a dit, la région Indo-Pacifique est quand même une région de création de richesse mondiale. Et donc, avec les grandes puissances nucléaires qui sont là-bas, y compris des puissances intermédiaires. Et donc, tout ce jeu que nous venons d'évoquer est fondamental. Comment contourner, comment D'accord. éviter. Le détroit de Et Malacca est fondamental. Et vous l'avez vu avec la crise des Houthis qui, sur le Bab el-Mandeb, etc., réussissent à mettre en difficulté l'Iran sur le détroit d'Ormuz. d'accord. Alors, il y a encore un point que j'aimerais soulever pour un peu bien compléter le tableau. On a le géant nucléaire civil russe Rosatom qui construit une centrale nucléaire au Bangladesh dans le cadre d'un accord intergouvernemental datant de 2011. Et Rosatom fournit également une assistance technique pour la centrale qui consiste en deux unités de 1200 mégawatts chacune, destinées à répondre à la demande croissante d'électricité dans le pays en développement. Que vous avez cité d'ailleurs justement que le pourcentage de croissance par an était assez important. Et en octobre 2023, la Russie a livré officiellement la première cargaison de combustible nucléaire au Bangladesh qui alimentera la centrale nucléaire donc de Raipur une fois que le reste du réseau de distribution de l'installation sera achevé, ce qui fera du Bangladesh le 33e pays au monde à exploiter l'énergie atomique. Et la première unité sera mise en service la fin de 2024, donc la fin de cette année, et la seconde en 2026. Et puis, ce qui est intéressant aussi, notamment pour les pays africains, c'est que Moscou apporte un soutien financier à hauteur de 90% pour la construction de ce projet de 12,65 milliards de dollars. Alors, Monsieur Laïchoubi, le remboursement du prêt par le Bangladesh s'étalera sur 28 ans, avec un délai de grâce d'une dizaine d'années. Et étant donné que Dakar envisage également de rembourser une partie du prêt en monnaie chinoise, en yuan, pardon,
l'Occident ayant sanctionné les banques russes, ceci a-t-il également pesé en faveur de l'éviction de la première ministre Sheikh Hasina? Absolument. L'assassinat, le meurtre de Kadhafi en Libye est un scénario qui permet de dire qu'un certain nombre d'initiatives, un certain nombre d'enjeux, lorsqu'ils ne sont pas appréciés, provoquent un peu ces interférences et ces interventions, j'allais dire entre guillemets, urgentes. On l'a dit dans les stratégies essentielles. La manipulation, la déstabilisation est une arme fondamentale. Dans ce cas-là, l'acteur qui fait face, c'est la Russie. Et la Russie héritière de l'URSS, a pu un peu se caractériser par un appui au mouvement de libération, Mhm. par un appui directement aux sociétés en Afrique notamment. Et donc, en venant vers le partenariat, il y a, si vous voulez, cette réminiscence de quelle est l'identité de l'acteur. Est-ce que c'est un acteur qui a dévasté? Est-ce que c'est un acteur qui est venu asseoir une hégémonie? Est-ce que c'est un acteur qui est venu fracturer le pays? À l'évidence, non. Et on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de la route de la soie, l'identité des acteurs en termes d'histoire est extrêmement importante. Est-ce que cela aussi va contrarier? On l'a dit aussi, les stratégies de longue haleine. L'Occident va devoir, au-delà des sanctions, que ce soit contre la Russie, contre les autres, il y a effectivement une période de crise. Il faut parfois reconnaître aux stratèges américains, contrairement aux stratèges européens qui très souvent ne décollent pas. Regardez notamment la France sur sa relation avec l'Algérie. Un certain nombre de ces lobbies, on sent encore en 1962. Les Américains, les stratèges américains ont beaucoup de pragmatisme. Ça veut dire qu'il ne m'étonnerait pas qu'à un moment, ils essayent de trouver d'autres solutions. Mhm. Mais cette solution de l'agressivité, à long terme, ne donne pas. Par contre, les solutions de partenariat, comme la Russie l'a proposé au Bangladesh Et à et une l'Égypte aussi. autonomie Et et à à l'Égypte, l'Égypte aussi. elle est Ouais. fondamentale. Et en Afrique, d'une manière générale, sur un certain nombre d'actions et de projets, y compris que ce soit les Russes ou les Chinois. Et d'ailleurs, l'enjeu un peu devient fondamental, devient aussi sur les questions de développement. Il se déplace. Mhm. Bien, alors une dernière question un peu générale, Monsieur Laïchoubi. Selon le fondateur de la géopolitique, Lord Halford Mackinder, le, le Southern Heartland s'étend euh, s'étend du Soudan à la pointe ouest de la Gambie sur la côte atlantique et couvre la partie de l'Afrique située en dessous du Sahara jusqu'aux forêts tropicales qui s'étendent au niveau de l'équateur. Et puis, on a l'extrémité nord-est du Heartland sud est constitué par l'Éthiopie et la Somalie qui ont accès au Yémen et il existe un passage à travers les steppes arabes vers le Heartland Nord. Et puis, on a Mackinder qui évoque certaines similitudes entre les deux massifs désignés en ce qui concerne la facilité des liaisons de transport, les réseaux fluviaux et les terres fertiles. Il souligne notamment l'importance de la Syrie et de la Palestine historique en tant que lien entre l'Afrique et l'Eurasie, et dans le contexte des conflits actuels en Syrie et dans la bande de Gaza, ainsi que des efforts déployés par les États-Unis pour maintenir leur contrôle sur la souveraineté libanaise et pour utiliser Israël comme mandataire en Asie occidentale, cela indique que Washington s'appuie toujours sur la même formule de Mackinder pour définir sa stratégie dans la région. Alors, par rapport à ça, Monsieur Laïchoubi, et en 2 ou 3 minutes seulement, s'il vous plaît, quelle place pour l'Afrique dans la nouvelle architecture multipolaire en formation dans le monde? Oui, alors d'abord assez rapidement, rappeler que la création de richesse et qu'il y a une inversion de l'économie mondiale. Nous sommes Mhm. donc dans ce contexte. euh,
PwC estime qu'en 2050, le E7, Chine, Inde, Brésil, Indonésie, Mexique, Russie, Turquie sera approximativement 5% du PIB mondial, alors que le G7 va décroître à plus de 21%. On l'a vu, les élites scientifiques émigrer, on a vu la Silicon Valley, l'Indien Bhatia, le Russe, Nevralty, l'inventeur du MP1G, le Chinois Taïwan, Taïwan Yango, cofondateur de Yahoo, le Russe Brin, cofondateur de Google, et puis un certain nombre d'étudiants aux USA originaires d'Inde, de Chine, de Taïwan. Alors, maintenant, dans cette inversion d'économie mondiale et dans ces enjeux stratégiques, quelle est la place de l'Afrique? Alors, je vais vous donner deux ou trois chiffres très rapidement, et puis après, le débat d'aujourd'hui ou le débat de demain sera plus facile. Le problème de la démographie, le problème des difficultés économiques, c'est-à-dire un endettement croissant, il est extrêmement important, plus de 80 quelques pourcents. Alors donc, pour l'Afrique, la question, la problématique, elle est évidente. Alors avant d'évoquer, on vient de le dire, avant Mhm. d'évoquer uniquement l'Afrique, on évoque cette conjoncture mondiale, cette inversion, comme je viens de le dire, de l'économie mondiale, mais dans un fond assez morose pour l'espace occidental, endettement, dénatalité, perte du monopole de la dissuasion nucléaire, perte du monopole de la production technologique, perte du monopole de l'innovation. Et donc, ils sont dans un espace hautement concurrentiel qui redistribue l'intégralité des cartes. Alors, dans cela, l'Afrique, c'est quoi? Comme je l'ai dit, euh, quelques éléments vont éclairer. Alors, prenons l'élément de natalité, il est important. Il est important. Il faut savoir qu'en 2020, l'Europe a perdu 312 000 habitants, soit 0,6% de l'ensemble. L'Europe est à 447 millions un peu d'habitants. L'Occident, globalement, 950, sinon 1 milliard. Le Nigeria, à lui seul, c'est en 2050 377 millions d'habitants. Mhm. Le Nigeria, à lui Oui. seul. L'Europe, deux hypothèses, une basse, une haute en 2050. 550 millions d'habitants, hypothèse haute, 628 millions d'habitants. L'Afrique, c'est 2 milliards 300 millions d'habitants en 2050. La région Sahel, Afrique du Nord, c'est 1 milliard 200 habitants. Un Alors, milliard pour le Sahel, l'Afrique du le Nord. Sahel, qui intègre évidemment le Nigeria. Le Nigeria, Oui, lui tout oui. seul, c'est 377 millions. L'Afrique du Nord, Égypte, Algérie, Libye, plus Sahel, c'est 1 milliard 200 millions d'habitants. L'Afrique, d'une manière globale, aura au minimum, alors suivez mon raisonnement, hein, Mhm. aura au minimum 600 millions pour la couche moyenne sur 2 milliards 300. Elle en a en ce moment 300. Elle a 300 millions, sa couche moyenne. Alors, qui dit couche moyenne? Dit ingénieur, dit médecin, dit avocat, dit enseignant. Donc, des acteurs et des facteurs d'un accroissement et d'une accélération du développement. D'ores et déjà, l'Europe, pour ses propres espaces intellectuels, qu'ils soient les milieux hospitaliers de santé, qu'ils soient les autres, est en difficulté. Et donc, il est évident que l'Afrique, à mon sens, et je ne suis pas le seul, un certain nombre de grands spécialistes le soutiennent, sera la prochaine puissance industrielle. Elle sera en partie ce qui n'imaginait pas la Chine en 2050. Pourquoi? Mhm. Parce que les éléments stratégiques sont là, c'est-à-dire une meilleure cohérence, des richesses minières, un certain nombre d'anciennes civilisations et donc de capacités à vouloir la retrouver, des élites qui de plus en plus se désaliènent et ont une lecture critique du monde, de leur rapport au monde occidental, donc une capacité de développement avec une capacité de financement de leur propre développement. Il suffit que les différents leaders, qu'il y ait des leaderships qui s'installent positivement, que ce soit le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie, pour que l'Afrique démarre. Alors son lien au numérique et son lien aux nouvelles intelligences est fondamental.
avec ces deux éléments, il est évident que l'Afrique a une place importante. Et d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, l'Amérique a revisité l'intégralité de sa législation pour la coopération, puisqu'elle permet maintenant le financement d'infrastructures. Elle sait que l'Afrique est un espace concurrentiel, mais elle sait aussi que l'Afrique est un géant stratégique en somnolence, mais qui est en train de s'éveiller, puisque c'est le continent qui fait globalement en moyenne la meilleure croissance par rapport à l'intégralité des autres continents. Y compris sur parce que vous citez un point extrêmement important qui est souvent négligé dans les analyses, c'est justement le facteur démographique. Et là, je rappellerai que la Chine, elle aussi, elle aura de sérieux problèmes dans les prochaines années concernant son déclin démographique. C'est pas uniquement l'Europe ou l'Occident, il y a la Chine, il y a le Japon. Et Voilà, là, ils auront des problèmes de vieillissement. Il va y avoir une asymptote où la progression, l'accroissement démographique, la jeunesse n'y sera plus. Et donc le problème de l'emploi, le problème de la formation et le problème de la gestion. Je vous fais une confidence. Une fois à Gênes, dans une réunion du groupe parlementaire de l'OTAN, j'étais invité et l'adjoint de la façade maritime euh, italien donc de l'OTAN pour la Méditerranée me disait nous allons avoir de gros, ça c'est il y a plus de 10 ans, hein, Mhm. me disait nous allons avoir de gros problèmes pour gérer nos projets stratégiques à cause de la question démographique. Donc c'est une question essentielle. Là où Mhm. maintenant différents partis se mobilisent pour chasser et ne plus gérer l'immigration comme élément dynamique, demain, cela passera par là, où la défaite économique et le dysfonctionnement viendra de là. D'ailleurs, les Allemands l'ont très bien compris. Eux, alors que c'était les Américains qui étaient euh, l'espace géographique d'attrait à l'immigration le plus important, ils sont devenus, depuis les 10 dernières années, l'espace d'attraction de l'immigration plus important que les Américains. Et donc l'Afrique se situe dans ces enjeux auxquels, je l'ai dit tout à l'heure, il faut additionner les richesses minières, il faut additionner l'éveil des compétences et des élites, il faut additionner leur progression en éducation, et vous aurez, qu'on le veuille ou non, de façon stratégique et objective, une progression foudroyante de l'Afrique. Monsieur le ministre, Monsieur Mohamed Laïchoubi, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Mes salutations les plus aimables aux auditeurs africains avec qui je partage l'amour de l'Afrique. Merci.